La peur du vide crée un paradoxe où nous fuyons et recherchons le vide simultanément. En passant nos journées à fuir quelque chose pour ensuite le rechercher, nous finissons souvent par chercher à nous vider la tête le soir. Cependant, malgré nos tentatives pour échapper à cette sensation de vide, nous ne parvenons jamais vraiment à le trouver. L'auteur soulève la question de pourquoi nous n'affrontons pas directement notre propre vide intérieur. L'article met en avant une opposition entre l'Asie et l'Occident dans leur rapport au vide, avec l'Occident développant une pulsion de rejet du vide tandis que l'Asie privilégie l'intégration du vide. Alors que la science a révélé que le vide absolu n'existe pas, notre culture occidentale basée sur des religions monothéistes crée des représentations figuratives de l'absolu, qui représentent un but immatériel pour transcender notre existence mortelle. L'alpinisme reflète la quête de l'absolu, cherchant à illuminer la vie, dépasser sa condition et trouver une connexion éternelle à la montagne. Cette quête peut être nourrie par un aspect morbide, mais c'est ce qui pousse l'humain à combler ce qui lui manque, créant ainsi un besoin et un moteur intérieur. L'absolu est associé au vide, à la compréhension manquante qui a conduit à la croyance et à la religion. Différentes cultures ont représenté l'absolu de façon diverse, notamment en Occident avec des représentations anthropomorphes de Dieu, cherchant à supprimer le vide. En revanche, les Arabes ont adopté des formes géométriques abstraites pour représenter l'absolu sans le personnifier. Les cultures asiatiques témoignent d'une relation de l'homme à l'énergie et au vide, cherchant à intégrer ce dernier pour atteindre la sérénité et la connexion à l'absolu. Cette relation se traduit par la maîtrise de soi, symbolisée notamment par la calligraphie japonaise où l'artiste doit intégrer le vide dans sa création pour réussir. Dans les cultures asiatiques, la notion de soi est associée au vide, au dépouillement et à la nécessité de faire le vide en soi pour accueillir une force primordiale. En Occident, la quête de soi est davantage liée aux questions identitaires et à l'accumulation de qualificatifs extérieurs. La culture occidentale tend à valoriser le fait d'être rempli, en cherchant à obtenir toujours plus de diplômes ou de titres. Les arts martiaux illustrent l'importance de la vacuité intérieure pour être efficace. La culture occidentale s'est développée en mettant l'accent sur l'ornement et le détail, aboutissant à une saturation visuelle. L'art occidental, comme celui de Michel-Ange, est souvent caractérisé par un excès de remplissage, contrairement à une esthétique plus épurée de l'Asie. La culture occidentale du remplissage est omniprésente, se manifestant dans l'art, l'éducation et le mode de vie contemporain où le vide est souvent fui par une multitude d'activités. Le texte aborde divers sujets, notamment le passage de l'époque des Lumières à l'ère industrielle et matérialiste, soulignant la rupture avec le pouvoir divin symbolisé par la décapitation du roi. Il met en avant la spiritualité en Asie, fondée sur une relation avec l'énergie et le vide pour atteindre le concret et l'équilibre. Le romantisme est décrit comme une recherche d'absolu dans le vide, marquée par une fascination morbide et une souffrance solitaire. Le nihilisme russe, opposé à l'idéal collectif, est présenté comme le rejet de toute croyance en Dieu ou en quoi que ce soit. Le texte évoque également les différences culturelles entre l'approche affective de l'absolu en Occident et la volonté de purification de l'être en Asie. L'individu mentionné dans le texte rejette toute forme d'espoir et de croyance, étant profondément nihiliste. Il refuse tout but dans la vie et ne croit plus en rien, excepté peut-être en sa voiture et son pouvoir d'achat, représentant ainsi un nihilisme matérialiste. Il exprime son désarroi face à la montée des SUV, symbole de confort et de sécurité matérialiste. L'avidité et la peur du vide sont des thèmes récurrents, soulignant la relation occidentale frustrante à l'argent et à la réussite sociale. L'avidité est décrite comme une forme de pauvreté, opposée à la richesse du cœur et de la vie. Le texte met en lumière la nécessité de rester attentif au sentiment de pauvreté intérieure, distinct de la situation matérielle. Il est crucial de prendre conscience du sentiment de pauvreté et du manque de moyens matériels. Pour atteindre ces objectifs, car cela peut conduire à des choix néfastes. En exposant publiquement ses vêtements modestes, l'orateur cherchait à briser le complexe de la pauvreté, une honte profonde dans notre société matérialiste. En restant prisonnier de ce sentiment, on risque d'activer des aspects narcissiques et de se perdre en caprices et en recherche de supériorité, ce qui éloigne du véritable objectif. La pression causée par ce sentiment de manque peut amener à des comportements de survie,
Aussi bien dans la vie matérielle que dans les relations affectives, où la quête de la bonne personne peut devenir une course effrénée et superficielle. Il est crucial de se poser les bonnes questions sur ses besoins et d'apprendre à les connaître pour éviter de tomber dans des schémas destructeurs. L'absence d'une personne génère un manque d'émotion ou de plaisir qu'elle procurait, conduisant à une dépendance émotionnelle et à une forme de manipulation sous prétexte d'amour. Ce vide émotionnel révèle un déséquilibre intérieur, symbolisé par la comparaison avec les banlieues et la campagne. L'amour, initialement lié à des intérêts ou des alliances politiques, a progressivement acquis une importance sociale majeure, notamment en Occident. L'amitié et l'amour existent depuis longtemps, observables même chez les animaux. Toutefois, l'idéal romantique associé à la France peut décevoir, renvoyant à une construction culturelle liée à l'histoire royale et à l'émergence de récits amoureux. Le concept d'âme sœur, par exemple, est une création littéraire devenue un idéal de vie pour certains. La fragilité de l'amour envers une personne extérieure peut expliquer la persistance de la religion, offrant une forme de certitude émotionnelle. Ce passage aborde la thématique de l'amour à travers différentes perspectives. Il évoque la fiction et la relation à Dieu, puis analyse le concept d'amour romantique, en s'inspirant de l'histoire de Roméo et Juliette. L'accent est mis sur la souffrance de cet amour impossible et sur la création du concept des amours conscients comme une approche respectueuse et contrôlée de l'amour, mais basée sur un mensonge. Il est question de la douleur et du manque ressenti dans une relation amoureuse, ainsi que de la dépendance affective. L'importance de la relation à soi-même est soulignée, soulignant que le manque n'est pas le vide mais plutôt le contact avec le rien qui peut être une raison d'insatisfaction. Le texte explore également des réflexions sur la fabrication du rien pour combler un vide intérieur, et la nécessité de considérer la crainte du vide. Enfin, il évoque l'évolution des relations amoureuses vers une tendance à s'aimer soi-même dans une culture occidentale centrée sur l'individualité. Lorsqu'on lui a demandé si elle s'aimait, la personne s'est sentie mal à l'aise, confrontée à ses complexes. Elle s'est convaincue de l'importance de s'aimer soi-même, mais s'interroge sur la signification de cette notion. Être soi-même peut-il signifier se trouver beau, être fier de soi ou prendre soin de soi ? Malgré cette difficulté, elle a réalisé que s'aimer soi-même n'est pas simplement un projet, mais peut devenir une auto-persuasion basée sur des mensonges. Elle a compris qu'épanouissement et bonheur sont reliés à permettre à son être de se développer. En créant du vide en soi, en parlant et en équilibrant les mots et les silences, cette relation singulière avec son vide lui apporte une libération. Le locuteur exprime des critiques sur la culture du bloc Asie, soulignant un manque de considération pour la singularité de l'être. Il aborde la notion de soi comme la combinaison du soi universel et du moi individuel. Il explique l'importance d'établir une relation singulière avec le vide pour découvrir sa propre manière d'être. L'analogie de la coupe de lumière est utilisée pour symboliser la vie et la nécessité de maintenir sa vacuité pour être pleine. La notion de cri est évoquée pour se vider et se connecter à son vide intérieur. L'orateur partage des expériences personnelles liées à des douleurs physiques et émotionnelles, ainsi que des troubles de l'anxiété et de l'anorexie. À travers ses réflexions, l'individu exprime ses questionnements et ses tourments intérieurs sur son identité et sa perception du monde. Elle exprime son mal-être à l'idée d'être une femme, cherchant à échapper à son genre et à une certaine répression. Elle se plonge dans une quête de sens, s'interrogeant sur l'origine du monde et de la matière, exprimant une frustration face à l'incompréhension. Ses créations artistiques, dessins et sculptures, témoignent de son désir de donner vie aux objets, reflétant une angoisse profonde et une quête de réponse à ses tourments intérieurs. Elle s'interroge également sur la source de la peur, envisageant une dimension métaphysique au-delà des explications psychanalytiques habituelles, évoquant un vide existentiel qui habite chaque être humain. Cette quête-là pousse à entreprendre un travail sur elle-même, notamment à travers l'hypnothérapie, dans le but de surmonter ses peurs et de trouver une forme de libération intérieure. Pendant longtemps, j'ai ressenti une peur indéfinissable, notamment à l'âge de 15 ans, où j'étais submergée par l'angoisse. Aujourd'hui, j'ai la maturité pour exprimer ces angoisses et remettre en question nos perceptions de la vieillesse et du temps. Nous avons tendance à considérer le vieillissement comme une dégradation du un matérialisme qui nous place en devenir obsolète. Pour les femmes, cela concerne leur attrait, pour les hommes, leur utilité.
Par contre, le temps peut être vu comme un moyen de croissance et d'épanouissement, favorisant le développement personnel et l'acquisition de qualités, en choisissant d'explorer son être intérieur. J'ai également expérimenté une peur du vide face à l'avenir, ce qui a occasionné de l'hyperactivité et un besoin de création comme mécanisme de compensation. Cette créativité, ressentie comme une contraction dans le ventre, a été le moteur de ma créativité, mais a également causé un déséquilibre dans ma relation à la création. Ce déséquilibre a été influencé par un environnement familial sous pression, où mes parents ont refoulé leur malaise intérieur, projetant sur moi une violence implicite. L'auteur aborde le thème de la haine qu'il a choisi de transformer en créativité pour éviter qu'elle ne se retourne négativement sur lui ou sur autrui, reconnaissant le potentiel destructeur qu'elle possède. Il évoque l'importance d'établir une relation avec son propre vide intérieur afin de trouver son plein potentiel, symbolisé par la plénitude et la créativité du génie. Il souligne le besoin d'amour et de se sentir aimé comme fondement pour amorcer toute transformation intérieure, créant ainsi un lien essentiel avec le cosmos et le monde extérieur, contrastant avec la déconnexion induite par la pression et la rigidité de la société occidentale. L'auteur explore également le pouvoir de l'amour romantique dans la reconnexion à soi et à l'environnement, mettant en lumière les conséquences de la déconnexion, même chez les plus grands individus. Madonna a vécu une vie marquée par la perte de sa mère à un jeune âge, ce qui l'a poussée à chercher constamment l'amour et la reconnaissance. Cette quête l'a conduite à une profonde solitude malgré sa réussite et sa famille. L'importance de l'amour et de la reconnaissance est soulignée comme un moyen de se sentir absorbé et réenglobé dans une relation. La confiance retrouvée grâce à ces liens permet d'entamer un chemin vers soi-même et de s'éveiller à son être profond. L'ancrage physique et la verticalité sont présentés comme des outils pour trouver la stabilité et permettre à la présence de s'éveiller. L'agitation et la compensation de la peur du vide sont également abordées pour illustrer les obstacles à surmonter avant d'accéder au vide et de laisser sa présence se déployer. L'avidité mène souvent à un cycle pervers de compensation par la peur, alimentant ainsi un état hyperactif omniprésent dans la société occidentale. Cette hyperactivité finit par conduire à une fatigue intense et à des symptômes de dépression, créant un état de déconnexion avec soi-même et les autres. La dépression est souvent traitée superficiellement en Occident, sans prise en compte de la profondeur des causes sous-jacentes. L'auteur partage son propre cheminement, mettant en avant l'importance de retrouver un équilibre entre le corps et l'esprit pour sortir de cet état dépressif. En se reconnectant à son être profond, elle a réussi à trouver des réponses et un soulagement progressif. L'évolution de l'être humain a connu de grandes étapes, telles que la fabrication d'outils en cailloux pour découper la viande et la verticalisation, qui a marqué le début de l'humanité. Le narrateur évoque la connexion à son être intérieur, symbolisée par une flamme qui brûle, comme une érection qui nécessite d'être dans une position verticale pour retrouver le contact. Il compare ce cheminement à une chute dans une falaise, avec des étapes d'agitation, de replat et de vide, symbolisant la confrontation à la peur du vide et la nécessité de persister dans sa quête intérieure. En surpassant la peur du vide, on peut trouver la connexion à soi-même et à la vie. Enfin, l'importance de créer à partir de cette confrontation à la peur du vide est soulignée, en référence à la pratique du calligraphe japonais qui utilise le vide pour créer. Le locuteur évoque l'idée que la communication avec les défunts et les ancêtres a permis à l'humain de développer une conscience de soi depuis un point de vue extérieur. Il suggère que cette interaction a conduit à l'émergence d'une nouvelle perspective dans le cerveau humain, symbolisée par une nouvelle case, suscitant la peur et l'incertitude quant à son utilisation. Cette nouvelle case est comparée au monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, représentant un potentiel inexploité et génial. L'orateur fait le parallèle avec la course automobile où il faut accepter de glisser sans freiner, soulignant l'importance de la gestion des émotions sans les bloquer, pour éviter leur effet destructeur. Il conclut en mettant en avant la nécessité d'utiliser ce potentiel inexploité de manière intelligente en posant les bonnes questions pour nourrir une relation saine avec nos émotions. Lorsque l'émotion te submerge, tu l'acceptes et te recentres sur ton objectif. Pour accélérer et maintenir le cap, lors d'un dialogue avec Miam, tu as réalisé l'importance d'être objectif dans la vie plutôt que subjectif, influencé par ses émotions. Tu verbalises ton besoin de te recentrer lorsque l'émotion prend le dessus, en solo ou avec d'autres personnes. En laissant l'émotion s'exprimer une fois seule,
tu évites de bloquer et de générer des troubles internes. Tu découvres également que l'incompréhension persiste tant que tu n'affrontes pas certaines parties de toi-même. La peur de gâcher sa vie, d'atteindre un objectif fixé à 25 ans et de vieillir impactait profondément ta perception du temps et de ton potentiel. Le concept occidental de dégradation avec l'âge te terrorisait, en l'absence de spiritualité et imprégné de matérialisme. Le texte aborde divers sujets tels que la pression des réseaux sociaux, la perception du temps, les relations amoureuses et l'importance de prendre du recul pour se reconnecter à soi-même. Il met en avant la transformation de l'être humain à travers une réflexion sur la conscience et propose de s'éloigner de l'influence de la société pour trouver sa propre voie. L'histoire racontée met en lumière la fugacité des relations humaines et la complexité des interactions, tout en invitant à une introspection sur notre rapport au temps et à l'espace intérieur. Le locuteur aborde divers sujets tels que le nihilisme, les oppositions patriarcales et féministes, le caprice, la découverte du vide par la physique, la notion d'intuition, la nature du vide en physique quantique, et l'évolution de la conscience. Il soulève l'idée que le vide, symbolisé par un manque à combler, influe sur notre existence et notre évolution en tant qu'être humain conscient. Il met en avant l'importance de maîtriser notre relation avec ce vide intérieur pour évoluer vers une conscience supérieure. Nous passons souvent des années à chercher à résoudre des équations, mais parfois la clé est de trouver le vide pour atteindre la plénitude. Aujourd'hui, de nombreuses personnes entament une quête de soi profonde, comme l'aventurière Sarah Marquis qui a traversé la Mongolie seule pendant 1 an. La motivation derrière de telles actions va au-delà des souffrances personnelles et de la déception envers les autres. C'est un besoin profond de vide, de plénitude, de soi-même et de vie, une quête spirituelle qui transcende les expériences individuelles.